Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous retrouvons aujourd'hui dans l'entretien Monsieur Sami Oussaddiq, responsable président du cercle Ptolémée et aujourd'hui coordinateur général de l'initiative Ibtikar. Monsieur Sami Oussaddiq, bonjour. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio M. Nous nous sommes vus il y a à peu près une année pour discuter un peu de la situation en Algérie. Vous interveniez à l'époque au titre du président du cercle Ptolémée qui réfléchissait et qui réfléchit toujours d'ailleurs sur la solution, les solutions à apporter à la situation en Algérie avec une particularité. Aujourd'hui, vous êtes sur le seuil de lancer l'initiative Ibtikar. En quoi l'initiative Ibtikar est-elle différente et singulière par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Mais écoutez, nous allons lancer l'initiative Ibtikar à Alger en Algérie parce que, effectivement, vous faisiez référence à notre entretien d'il y a une année. La situation ne s'est pas améliorée pour le moins et nous sommes même convaincus que les idées ne suffisent plus. Et c'est pour ça que nous avons monté l'initiative Ibtikar, garder l'idée d'initiative, de mouvement, de prise de responsabilité. Pour nous, c'est conjuguer deux choses. C'est la réflexion et l'action. Alors, nous ne sommes pas un think tank, ça veut dire nous ne nous cantonnons pas à la réflexion, tel le cercle Ptolémée. Nous ne sommes pas un parti politique parce que nous n'aurons pas de candidats aux élections. Par contre, nous abordons le politique et non pas la politique au sens commun du terme. Donc, nous réfléchissons et nous irons sur le terrain avec d'autres acteurs, tant politiques que de la société civile, pour pousser en avant les solutions que nous pensons bonnes pour l'avenir. Et bien évidemment, peser aujourd'hui dans ce rapport de force qui fait qu'aujourd'hui la scène politique est verrouillée. Alors, vous avez donc ce positionnement un peu novateur en Algérie. Est-ce que comment vous en êtes arrivé à cette conclusion qu'il fallait aller sur ce positionnement-là? Est-ce que vous considérez que le cadre traditionnel, d'un côté les gens qui réfléchissent, de l'autre côté les gens qui agissent, c'est-à-dire un peu les think tanks d'un côté et les partis politiques de l'autre, c'est un cadre qui a fait long feu, ou est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter un autre étage à la fusée? Écoutez, je pense d'abord c'est une observation générale, mondiale. On sait aujourd'hui à travers le monde la crise de la médiation politique classique à travers le parti politique. Je vous en donne deux exemples, à l'opposé de l'échiquier politique. Aux États-Unis, vous avez les Tea Party et en Europe, vous avez par exemple Podemos. Donc aujourd'hui, la chose politique doit repasser par la citoyenneté. Vous savez, la citoyenneté, c'est d'abord s'intéresser aux affaires de la cité. C'est une autre définition de la politique. Donc nous rentrons, nous, dans ce cadre de la politique. Alors je reviens sur ce qui se passe dans notre pays, en Algérie. On voit très bien qu'aujourd'hui, les partis politiques, en tout cas ceux d'opposition, ont beaucoup de difficultés à agir. Et je pense qu'il faut véritablement connecter le monde de la réflexion au monde de l'action. Ce qui se fait ailleurs est aujourd'hui beaucoup plus important en Algérie à mettre en place. C'est pour nous une conviction et c'est pour nous le credo de notre initiative. Alors tirons un premier bilan du monde de la réflexion. On parlera du monde de l'action dans un deuxième temps. Il y a en Algérie une offre d'idées qui est portée modestement par quelques think tanks. On en connaît quelques-uns, CARE, qui est tourné autour des problématiques d'entreprise, think tank, entreprise, économie sociétale, cercle Ptolémée, de manière plus intéressée, le FCE qui a fait des propositions sur comment faire la diversification et faire décoller l'économie algérienne. Vous reprochez exactement quoi à cette démarche de ne pas être suffisamment audible auprès des décideurs? D'abord, je ne leur reproche rien, bien au contraire. Je considère qu'ils font, pour la majorité d'entre eux, un excellent travail. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'ils sont bons ou pas bons. Ils sont bons. Je vois un peu ce qu'ils produisent, c'est du travail de haute facture et de haute qualité. Maintenant, la question, c'est de savoir comment enchasser ces idées dans une réalité politique mouvante, incertaine et bien parfois insondable. Donc nous, ce que nous disons, c'est que si nous tenons que le monde des idées, on reste en dehors du politique. Or, pour agir aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin d'agir aussi dans le domaine politique. Donc, ceux qui disent, nous produisons des idées, nous les mettons à disposition de tous les acteurs de la politique, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, vous pensez que
il serait mieux venu qu'ils portent eux-mêmes ces idées-là, qu'ils essaient de les connecter à la vie citoyenne eux-mêmes? Je n'ai pas de leçons à leur donner. Je vous en parle d'autant plus à l'aise que c'est un débat que j'ai pu suivre au sein de Nebni entre le think tank Nebni, entre ceux qui voulaient limiter Nebni à l'action d'un think tank, qui produit des outils et les propose aux acteurs, et puis ceux qui disent peut-être que nous aussi on devrait porter une partie de ces idées-là. Vous dites que finalement on est quand même peut-être plus efficace en s'emparant soi-même de ces outils qu'on a produits. Écoutez, c'est le fruit de ma réflexion en tout cas. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été au début de l'aventure de Caire, que j'ai monté le cercle Ptolémée, donc je suis passé par le monde des idées. Avant, j'étais effectivement dans l'action économique. Et je pense, à travers ce bilan que j'ai tiré, c'est personnel et d'autres personnes avec moi accompagnent ça. Aujourd'hui, pour nous, et je dis bien pour nous, les gens d'Iptikar, il faut véritablement marcher sur nos deux jambes, qui sont ceux de la réflexion et ceux de l'action. Le monde bouge, le monde va vite, nous allons très lentement. Je pense qu'à un moment, il va falloir plus que marcher, il va falloir courir. Et pour courir, il faut aller sur ces deux jambes. C'est notre vision, c'est notre action, et encore une fois, ce que fait Nebni et d'autres, c'est quelque chose de remarquable. Quant à leurs affaires intérieures, je me garderai bien d'en dire un mot. Bien. Alors, expliquez-nous un petit peu. Alors, dans ce cas-là, sur quelle valeur vous appuyez pour engager cette action qui a cette spécificité d'être entre les deux mondes de la réflexion et de l'action? Tout à fait. Alors, nous partons. Le point de départ, c'est un socle de valeurs. C'est un socle de valeurs sur lequel nous serons intransigeants, qui sont bien évidemment des valeurs démocratiques. Je vais vous en citer quelques-unes, pas de façon exhaustive. Nous avons l'état de droit, nous avons l'alternance au pouvoir, qui est une question très importante, parce que si demain il y a des élections, les élections n'étant, je dirais, que la dernière partie de la fusée, comme pour citer l'expression que vous avez donnée plus avant, si quelqu'un arrive au pouvoir et dit je suis arrivé démocratiquement, donc passez-moi cette expression populaire, domaine, ça ne sert pas à la démocratie, c'est l'antithèse. Donc nous partons, de cette idée de succession au pouvoir, d'alternance au pouvoir. Nous y rajoutons la liberté de conscience, c'est très important. Nous y rajoutons l'égalité homme-femme, le respect des minorités. Et je dis bien pas de la minorité, mais des minorités. Je pense qu'il est temps pour nous d'aller vers ces valeurs qui sont démocratiques, qui sont modernes, qui doivent incarner l'Algérie de demain. Donc ça, c'est le socle de nos valeurs. Alors je vous écoute bien. Vous proposez en réalité un peu un Zeralda plus, c'est-à-dire un mode de fonctionnement qui assure l'état de droit, notamment avec cette clause sur l'alternance, mais auquel vous ajoutez des valeurs qui sont supposées fonder l'état de droit, l'approche genre, l'approche respect des minorités, etc. Est-ce que finalement vous n'auriez pas dû plutôt être à Zeralda et essayer de faire avancer le consensus de l'opposition après le 4e mandat, enfin c'est né dans la foulée du vote d'avril 2014. Est-ce que vous n'étiez pas encore prêt, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pas votre vocation de rejoindre ce type d'initiative? Écoutez, comment dire, l'évolution de l'opposition, l'opposition politique. D'abord, préalablement, je dirais que le métier d'opposant en Algérie est très compliqué. Donc n'attendez pas de moi que je tire sur l'opposition, c'est tellement compliqué pour eux et pour nous, puisque d'une certaine façon nous le sommes. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il y a eu une étape où il fallait réunir les gens par rapport à ce qui se passait, il fallait coaliser d'une certaine façon. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape, je veux dire, plus qualitative. C'est-à-dire le socle de Zeralda et autres, c'était nécessaire. Maintenant, il faut aller, pour certains, d'entre nous, aller plus loin dans la définition de ces valeurs. C'est aussi un point fondamental. Pour revenir à Zeralda, écoutez, moi, on m'a touché pour participer. J'ai émis 2 suggestions. Je ne dirais pas 2 conditions. C'est celle de réfléchir préalablement ensemble et de sortir de Zeralda avec des décisions qui soient opératives. Ça n'a pas été fait. Donc, à ce Zeralda-là, du moins à ce meeting ou à cette rencontre. Vous parlez du premier ou du deuxième? Du deuxième. Je parle du deuxième qui a eu lieu il y a quelques jours. Pour nous, c'était pas quelque chose d'intéressant dans notre démarche à ce stade-là. Voilà. Mais encore une fois, c'est quelque chose de bien pour l'opposition. Alors, on va peut-être encore dire un mot tout à l'heure sur la relation à l'opposition. Je pense que c'est important. La relation au pouvoir. Quand on a évoqué la situation en Algérie,
je vous avais posé la question de savoir si il y avait une bonne écoute chez les autorités, chez les décideurs, quand vous tirez les sonnettes d'alarme, que vous disiez ça pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait engager un changement profond, etc. Et vous avez dit que vous n'avez pas le sentiment d'avoir la meilleure écoute possible. Alors depuis, il s'est déroulé une année de mauvais résultats économiques, de baisse des recettes pétrolières. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez un peu le sentiment que du côté de l'écoute des officiels, c'est meilleur, c'est mieux? Et, ce que j'ai à vous dire d'abord, qui est important, c'est que, si vous vous souvenez, il y a plus d'un an maintenant, j'ai été un des premiers publiquement à tirer la sonnette d'alarme en disant: la question n'est plus celle de contourner le mur, mais d'amortir le choc vers lequel nous allons. À la suite de ça, il y a eu bon nombre de prises de parole officielles. Je pense que ce qu'on appelle les tenants du pouvoir ont vu la réalité d'une certaine façon. Je ne sais pas s'ils en ont tiré les bonnes conséquences, puisque je crois qu'aujourd'hui, on attend de véritables décisions. Il y a eu des mesurettes. Il n'y a pas eu véritablement un programme qui tient de la route. Et je vous invite à regarder la note que j'ai écrite il y a 2 ans, Reset Algéria, qui disait au-delà des mesures, il y a 2 valeurs qui doivent structurer ce programme: l'efficience et la cohérence. Et je disais, à cette époque-là, il faut peut-être, sûrement, une amnistie fiscale, mais une amnistie fiscale qui ne sera pas subordonnée à une véritable réforme fiscale, tant dans l'assiette que dans, l'outil fiscal, que dans la connexion des réseaux sur toutes ces bases de données. Ça sera un échec. Bien, écoutez, vous avez vu ce qui est arrivé. Oui, vous pensez donc que la loi de monsieur Abdelrahman Ben Khelfa, la disposition sur la mise en conformité fiscale, a échoué parce qu'il manquait une réforme fiscale? Moi, je pense effectivement que chaque réforme de ce type doit s'enchasser dans un plan plus large. Une seule mesure ne suffit pas. Peut-être que nous aurons l'occasion de parler de l'emprunt obligataire qui a été lancé. Ça correspond toujours à cette même logique d'avoir des mesures qui tombent d'une certaine façon dans un environnement qui n'a pas préparé à cela. Et ça pose un gros problème. Vous savez pourquoi? Lequel? Parce que ça dévalue auprès des citoyens l'idée que des réformes politiques et économiques peuvent mener. Et ça pose un vrai problème, parce que nous discréditons l'action du politique. Et ça, je dirais, c'est un gros problème pour tous, tant au pouvoir que dans l'opposition. Quand vous dites les 2 valeurs qui doivent guider le changement, c'est l'efficience et la cohérence, on n'est pas complètement dans le politique. On est quand même, en tous les cas pour la partie efficience, mais même aussi pour la cohérence, on est dans les politiques publiques que des technocrates peuvent conduire. Or, votre positionnement, notamment avec Epticar, c'est de dire que la clé, elle a cessé d'être au niveau du politique, du technique, elle est politique. Tout à fait. Alors, nous avons parlé de mesures techniques, celle que nous avons évoquée, qui est l'amnistie fiscale. C'était juste pour illustrer cette question de la déficience de l'État. Il faut bien dire quelque chose qui s'est passé dans ces 30 dernières années. C'est que l'intelligence a fui l'État, l'appareil d'État, et la bureaucratie et l'administration. Regardez autour de vous. Depuis 20 ans, avez-vous vu un jeune brillant, éduqué, avec de l'initiative, aller dans l'appareil d'État? Non, il n'y en a plus. L'État, d'une certaine façon, a dépéri. C'est le dépérissement de l'État, ce que Marx avait imaginé d'une autre façon, nous y assistons. Et ça pose un problème imminent. Maintenant, pour revenir à la question politique qui est essentielle, si nous prenons la question de la rente, qui s'amenuise, mais qui reste aujourd'hui la seule ressource, c'est pas la question de la rente, elle ne se pose pas en tant que rente, elle se pose en tant que redistribution. Or, la redistribution, d'une certaine façon, aujourd'hui est en main des politiques. Vous savez, le modèle, moi j'appelle le modèle économique et politico-économique que nous avons aujourd'hui, le modèle RCR, rente, corruption, redistribution. Le modèle RCR a vécu. Il va falloir architecturer quelque chose d'autre. Sauf que du point de vue politique, se pose une question aujourd'hui, c'est que le temps passe. Et là, l'urgence n'est pas prise en compte. Nous avons une notion du temps aujourd'hui en politique et en économique qui n'est plus en phase avec le temps mondial. Alors, une des premières manifestations quand même de cette urgence, on peut supposer que c'est cet emprunt obligataire qui a été lancé par le gouvernement, qui n'est pas chiffré, on ne sait pas combien veut lever l'État algérien auprès de l'épargne domestique. Vous en pensez quoi, monsieur Oussedir?
Écoutez, trois choses. Premièrement, nous avons une culture économique qui a toujours vu la bourse, les opérations financières comme la manifestation du diable. Déjà, on diabolise ce système-là. D'abord, vous avez un handicap en termes de culture économique. Deuxièmement, nous sommes une société de défiance aujourd'hui. Nous avons une défiance. Lapsus révélateur, je vous ai dit déficience. Défiance entre nous Algériens, mais défiance dans nos rapports à l'autorité politique. C'est-à-dire que lorsque l'autorité politique propose quelque chose, du genre de cet emprunt obligataire, les gens sont très rétifs à venir. Ça, c'est la question politique. Et je dirais bien évidemment les questions techniques. Quand vous proposez 5% à des personnes qui peuvent percevoir en termes de bénéfices à escompter ailleurs des rendements beaucoup plus élevés, ça obère la chose. Et puis, une dernière chose qui est fondamentale, un emprunt obligataire, pour qu'il réussisse, il doit être, dans ces contextes-là particuliers, il doit être relié à une action particulière. Et je vous donne un exemple qui est très intéressant pour nous. C'est l'Égypte. L'Égypte, il y a 2 ans, a lancé un emprunt obligataire qui avait une destination particulière, c'était le doublement du canal de Suez. Vous savez combien ils ont levé en une semaine ? Plus de 7 milliards de dollars. Parce que le peuple égyptien a vu où l'argent allait. Aujourd'hui, les gens d'une certaine façon, se disent, mais où vont encore aller notre argent ? 850 milliards n'a pas suffi. Ils nous demandent encore de l'argent. Et ça pose un problème. Bien. Au niveau technique, vous pensez que 5% c'est pas assez, qu'ils auraient dû peut-être mieux rémunérer pour pouvoir plus attirer notamment l'argent de l'informel ? J'observe que vous me ramenez vers la technique. Ça nous intéresse à Radio M. J'imagine. C'est pour ça que les deux sont liés. Écoutez, compte tenu de l'inflation et différentes choses, ça aurait été difficile de faire beaucoup mieux, bien évidemment. Mais c'est l'ensemble de ces raisons. C'est l'ensemble de ces raisons qui pèsent. Si vous sortez une seule raison, ça ne suffira pas à expliquer, je pense, de mon point de vue, la réussite ou la non-réussite de cet emprunt. Alors, vous restez dans cette ligne de frontière entre le technique et le politique. Monsieur Sellel s'est doté d'une task force où il y a des personnalités, des experts, chacun dans son domaine, certains d'ailleurs dans la diaspora. Est-ce que vous ressentez une influence dans l'action du gouvernement qui serait, dont la source serait cette task force, à commencer peut-être par l'emprunt d'ailleurs? Oui, écoutez, d'abord, ça corrobore l'idée que l'intelligence a fait fuir l'État, donc on va chercher l'intelligence en dehors de l'État. C'est un constat, donc, et c'est pas moi qui le fais. C'est d'une certaine façon le gouvernement. Deuxièmement, bien évidemment, il faut chercher l'intelligence algérienne là où elle est, mais il faut que cette intelligence s'enchâsse dans la réalité des choses. Les schémas techniques les plus parfaits sont toujours conditionnés au choix des politiques. Le politique reste le maître d'œuvre aujourd'hui. Si vous avez la plus belle technique, si elle n'est pas, je dirais, au service d'une idée, d'une politique, d'un objet, d'une vision claire, elle patinera et elle ne s'enchâssera pas avec la réalité. Elle sera pas productive. Alors, expliquez-moi quand même, monsieur Oussedir, vous n'êtes pas un parti politique, vous n'allez pas proposer des candidats aux prochaines élections, s'il y en a, enfin, les législatives, c'est celles qui sont supposées venir les premières sur l'agenda électoral. Comment vous comptez faire porter vos idées et vos valeurs ? Bien sûr. Alors, je vous confirme que nous n'aurons pas de candidats aux élections législatives qui arrivent, bien évidemment. Nous pensons aujourd'hui que dans ce rapport de force, puisque la politique, c'est d'abord des rapports de force, ce qu'on appelle l'opposition démocratique reste fragmentée, reste qu'aujourd'hui collé à l'actualité, et je le comprends. Nous, ce que nous voulons faire, d'abord dans notre ADN, l'ADN de notre mouvement, c'est l'articulation avec les forces de progrès. Pas juste progressistes, mais de progrès, de façon plus large. C'est-à-dire que nous avons une démarche vis-à-vis des associations, qui peuvent être membres d'Iptikar, mais nous sommes aussi en lien avec certains partis politiques qui partagent avec nous ce socle de valeurs dont je vous ai parlé. Et nous avons la caractéristique aussi de penser l'Algérie de demain. Parce que aujourd'hui, la parole politique se limite à aujourd'hui, ce qui est très important compte tenu de la situation. Mais si vous voulez mobiliser et mettre en mouvement une société dont plus de 70% depuis moins de 35 ans, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'avenir, même si cet avenir est encore opaque pour nous. Nous devons porter l'idée d'une société qui arrive. Si vous prenez un jeune aujourd'hui de 18 ans en Algérie, quelle est sa réponse? Il va dire business ou là harrag.
Ce n'est pas une réponse acceptable pour un pays qui a un avenir, un grand pays et un grand peuple. Alors nous, très modestement, nous essayerons d'apporter notre contribution à cela. Alors, est-ce que, quand même, tout de même, quelque part, vous ne faites pas un petit peu la fonction de créateur, vous me corrigez si je me trompe, de créateur ou de constructeur d'un nouveau consensus politique, ce que tente de faire dans son style, avec ses mots et dans sa démarche, le FFS déjà, qui se situe dans l'opposition, qui n'est plus tout à fait dans Zeralda, qui interpelle les pouvoirs publics et qui essaie de poser ce problème de l'avenir sous l'angle, on n'ira pas très loin si on n'a pas reconstruit un nouveau consensus. Écoutez, pour notre part, bien évidemment, très modestement, parce qu'il faut avoir aussi savoir aujourd'hui ce que l'on peut peser, nous sommes totalement dans ce type de démarche. Elles sont aujourd'hui parallèles, mais nous sommes totalement pour ce genre de choses. Peut-être qu'à la différence que vous insistez pour mettre en avant les valeurs de progrès auxquelles vous tenez. Alors que peut-être le FFS a tendance à mettre un petit peu en ce moment, en parenthèse, une partie de son identité pour pouvoir construire ce consensus. Tout à fait, mais parce que aussi nous avons cette liberté de ne pas être un parti politique. Nous n'avons pas d'horizon électoral. Nous n'avons pas à mobiliser les gens pour dans 1 an ou 2 ans. Nous essayerons, encore une fois, avec nos moyens, de mobiliser pour après, le choc. Et bien évidemment, tout en portant une parole sur ce qui se passe aujourd'hui. Nous l'avons fait pour la Constitution. Nous l'avons fait pour d'autres choses et nous continuerons à être sur ça, tout en organisant bien évidemment, des rencontres et autres sur des sujets d'avenir pour construire ce programme, cette vision d'avenir. Mais c'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de prendre un petit peu à rebours votre démarche. On comprend très bien sa fonction et son utilité, c'est clair, dans un pays où les citoyens ne se mobilisent plus pour la chose publique, où une certaine manière d'approcher les débats est biaisée justement par l'urgence du court terme. Vous proposez des perspectives de long terme, etc. Mais cette utilité, on la voit tout à fait dans le contexte d'aujourd'hui. Si demain, Bouteflika venait à disparaître brutalement et que la situation, les cartes se redistribuaient tout aussi brutalement, est-ce que votre démarche, elle serait encore opérante? Parce qu'on serait à nouveau dans une nouvelle forme d'urgence, je suppose. Celle de la succession, de la redistribution des cartes politiques. Peut-être que les citoyens vont se remobiliser très vite parce qu'il y aura une transition qui le permettrait. Est-ce que vous ne serez pas déjà dépassé et vous serez peut-être amené à devenir tout simplement un parti politique ou revenir à la fonction de think tank? Alors, revenir à la fonction de think tank, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que cette nécessité, comme je vous le disais, de conjuguer action, réflexion en dehors des limites classiques du politique, c'est un phénomène mondial. Et ça sera aussi le cas en Algérie comme ailleurs. La redistribution des cartes. Vous évoquez là qu'un seul scénario. Les scénarios sont multiples. Aujourd'hui, ce qui caractérise l'avenir, c'est un énorme point d'interrogation. Je ne peux pas vous dire ce que ferait demain. Je pense qu'aujourd'hui, personne, du sommet de l'État jusqu'au citoyen le plus, le citoyen de base, passez-moi cette expression, ne peut vous dire ce qui se passe. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous ne savons pas si quel virage nous allons prendre ou si nous allons continuer à aller directement dans le mur. Enfin, si, on connaît, vous avez parlé de la Constitution tout à l'heure, la réforme de la Constitution, la révision qui a eu lieu, a rallongé la période de transition de quelques semaines pour permettre l'élection d'un nouveau président, en cas de vacance du pouvoir. Donc, on sait le scénario, le premier, c'est que le mandat de Bouteflika aille normalement jusqu'à 2019, et il y a le scénario où il n'irait pas jusqu'à 2019, et on est obligé de réapprovisionner la fonction rapidement. Dans ce cas de figure, comment se positionnerait Ibtikar? Alors, d'abord, c'est un schéma nominal dans ce sens où, effectivement, il y aura un nouveau président de la République. Dans le cas, effectivement, que ça soit une élection à terme ou une élection avant le terme. La question, c'est quelle force politique portera ce président? C'est ça la véritable question. C'est pas juste la figure du président. Quelle va être, je reviens à une notion fondamentale, quel va être le rapport politique? Je vous réponds, la base clientéliste du pouvoir jusqu'à aujourd'hui, celle qui a le plus profité de la redistribution de la rente, celle qui a profité le plus du RCR, pour citer M. Oussadir. Oui, mais il faut rajouter ce que nous oublions souvent dans notre, dans notre modèle, c'est le temps qui passe. Je m'explique. La rente s'épuise.
Quelle va être la situation financière de l'Algérie dans 2 ans si nous ne pouvons pas redistribuer la rente à ces clientèles? Vous voyez, nous sommes encore dans ce point d'interrogation. Il n'y a pas de scénario linéaire aujourd'hui. Il est impossible de le porter parce que nous ne faisons bien souvent pas rentrer, je dirais, les effets du temps et de la rente qui s'épuise à un rythme que vous connaissez aussi bien que moi, qui est affolant. Monsieur, c'est dire l'arbitrage de la rue, la remobilisation des gens, des jeunes qui sont en colère, qui seront en colère forcément parce que c'est les premiers qui vont être exclus. C'est une option. Malheureusement. Comment vous l'entrevoyez? Vous la redoutez? Vous l'admettez? Je la redoute. Vous savez, il est difficile de refuser la réalité. Je n'ai pas à admettre la réalité. La réalité s'impose à nous, malheureusement. C'est à nous, tous collectivement, de prendre nos responsabilités pour que cette réalité, peut-être à venir, ne soit pas véritable. C'est à nous. Or, aujourd'hui, d'une certaine façon, et je reviens à ce que vous disiez, le politique peut très peu en Algérie. Que ce soit le pouvoir ou l'opposition, il y a d'une certaine façon une sécession entre la classe politique et le peuple. Le travail va être de longue haleine que de reconnecter cela. Je vous prends un exemple. Le pouvoir a une base clientéliste, mais cette base clientéliste ne s'est jamais manifestée comme une base électorale. La preuve, le taux de participation. On a redistribué, mais ils ne sont pas allés voter. Vous voyez, donc la donne est beaucoup plus compliquée que, je dirais, les schémas que l'on présente. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Et c'est pour ça que nous allons aussi dans la réflexion pour poser un diagnostic fin et pour aller dans l'action. Monsieur, c'est-à-dire on va finir sur cela, l'agenda de l'initiative Eptikar dans les prochaines semaines? Mais écoutez, nous allons dans les prochaines semaines lancer ça à partir d'Alger et bien évidemment pour toutes les villes d'Algérie. Nous allons nous constituer. Nous sommes, je dirais, en discussion avec beaucoup d'associations et des partis politiques pour essayer effectivement, comme je vous le disais, de pouvoir réaliser ce qui est au cœur de notre ADN, l'articulation des forces de progrès. Monsieur Samiou Sedir, merci beaucoup d'avoir animé cet entretien. C'est moi qui vous remercie.